Alors, donc nous voici avec la diarrhée. Donc, chose principale à retenir au niveau des complications, ben, c'est le risque de déshydratation, surtout chez les personnes à risque, donc qui sont les bébés et les personnes âgées. Alors ici, il y a un tableau qui reprend les critères donc pour voir si on est dans une déshydratation légère à sévère, principalement chez les enfants, enfin chez les bébés. Déshydratation qui peut arriver encore plus vite, bien sûr, s'il y a des vomissements associés. Donc, on pense par exemple au gastro-entérite en hiver, où là, on est encore plus à risque. Alors, donc vous retenez quelques critères dans le tableau, hein, il ne faut pas tout retenir. Mais par exemple, donc, ce qui peut aussi aller chez les adultes, c'est la soif. On a de plus en plus soif quand on est déshydraté. On a une sécheresse des muqueuses, donc la bouche qui est sèche, la langue qui est sèche. Vraiment, on a vraiment la bouche pâteuse. Au niveau de la diurèse, donc des urines, ben, elles sont diminuées forcément quand on est en déshydratation. Et donc chez les bébés, une manière de voir, c'est les langes donc, qui sont de moins en moins souvent humides, donc les langes secs. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on peut retenir. À côté de ça, il y a d'autres critères. On parle par exemple, il était mis ici, remplissage capillaire. Ça, c'est quand vous passez le bout du doigt. Normalement, donc la couleur doit revenir à la normale dans les 2 secondes. S'il faut plus de temps, ben, c'est un signe de déshydratation. C'est ça que ça veut dire, le remplissage capillaire. Au niveau des yeux, mais bon là il faut vraiment aussi que la déshydratation soit plus importante. Ils peuvent se renfoncer une fois qu'on est déshydraté. Au niveau de la conscience, une déshydratation sévère, ben, un enfant va être complètement amorphe, léthargique. Voilà, donc, mais bon, 2, 3 critères, c'est suffisant. Alors, donc, bien sûr, s'il y a signe de déshydratation, il faudra renvoyer la personne, l'enfant, chez le médecin, puisque c'est un risque pour la personne. Alors, j'avais mis dans le cours aussi qu'il y a certains médicaments qui sont à risque de provoquer de la diarrhée. Donc, au niveau des antibiotiques, ça on les verra l'année prochaine, mais retenez de manière générale, donc les antibiotiques, ils viennent détruire, tuer la bactérie responsable d'une maladie, mais ils ne font pas la différence avec les bactéries qui sont dans notre flore intestinale. C'est pour ça que ça peut perturber la flore intestinale et provoquer de la diarrhée. On a vu donc au niveau des antibiotiques, on peut donner des probiotiques en prévention pour justement éviter que la personne ait de la diarrhée suite à la prise d'antibiotiques. Donc exemple, donner de l'antérol. Alors le magnésium, il est aussi à risque de provoquer des diarrhées. On le retrouve soit dans les antiacides qu'on avait vu dans le cours précédent, ou vous verrez en stage, il y a beaucoup de compléments alimentaires à base de magnésium qui, en fonction du dosage, peuvent être donnés pour diminuer le stress ou en cas de crampe musculaire, là le dosage est un peu plus fort et donc du coup plus à risque de donner des diarrhées. Donc on conseille souvent de prendre ces compléments-là en mangeant pour diminuer cet effet secondaire. Bien sûr, les laxatifs pris en excès, logique, pourront provoquer de la diarrhée. La colchicine, on l'avait vu, donc pour rappel, c'est le traitement de crise de la goutte qui a comme effet secondaire donc, cette diarrhée. Les inhibiteurs des cholinesterase, ce sont les médicaments pour la maladie d'Alzheimer, puisque eux, pour rappel, ils viennent augmenter la quantité d'acétylcholine qui stimule le système de repos et donc au niveau du système digestif, ça peut donner de la diarrhée. Metformine, je ne vous demande pas de le retenir, on le verra l'année prochaine, c'est un médicament pour le diabète mais qui a l'effet secondaire de diarrhée. Et enfin, l'Orlista, ça je ne demande pas non plus de le retenir, c'est un peu particulier, c'est un médicament qui est en vente libre et qu'on peut retrouver par exemple dans le cadre de régime. C'est une spécialité qui empêche en fait l'absorption des graisses et donc il va y avoir ce qu'on appelle une diarrhée graisseuse. Et donc c'est dû au fait que les graisses ne sont pas absorbées, elles vont être directement éliminées. Donc c'est logique que ça donne de la diarrhée comme effet secondaire. Mais on en reparlera l'année prochaine de ce médicament-là, Orlista. Donc les 2 derniers, c'était à titre d'info. Au niveau du traitement de la diarrhée, toujours penser donc aux mesures hygiéno-diététiques, ça c'est vraiment au niveau du système gastro-intestinal, il faut toujours avoir ça en tête parce que parfois ça peut suffire. Donc c'est bien s'hydrater donc pour éviter la déshydratation et au niveau alimentaire, mais c'est aller vers des choses qui sont, c'est fractionner les repas, manger en toute petite quantité, aller vers des choses légères
pour ne pas justement encore irriter ou faire fonctionner plus les intestins. Alors, éviter au niveau des médicaments en vente libre tout ce qui est INS et aspirine, parce qu'il y a risque de déshydratation donc en cas de diarrhée. Donc, les INS et l'aspirine sont mauvais pour les reins qui sont déjà peut-être en train de trinquer en cas de diarrhée. Donc, on évite ces médicaments-là en vente libre. Donc, si la personne a besoin de paracétamol, enfin a besoin de quelque chose pour la fièvre, un adulte, qu'elle a un peu de fièvre, que le médecin, donc elle a vu le médecin qu'il n'y a pas de souci, ben, elle peut prendre du paracétamol, mais éviter les INS et l'aspirine. Donc plusieurs catégories de traitement. Donc premièrement, les solutions de réhydratation orale qui, elles, donc, sont à donner si des signes de déshydratation sont déjà présents. Pas des signes sévères, hein, on est au début de la déshydratation, ok, on peut encore nous délivrer quelque chose pour essayer de remédier à ça. Ou en prévention chez les personnes qui sont plus à risque d'avoir de la déshydratation. On n'attend pas qu'elles soient avec les symptômes, on les donne en prévention. Donc là, il n'y a pas de posologie à retenir parce que vraiment, ça dépend de chaque spécialité. La quantité à diluer, enfin, la quantité d'eau à utiliser est différente. Donc ça, il faut chaque fois bien regarder la notice pour être sûr de ne pas se tromper. Deuxième catégorie, donc il reste une molécule, donc c'est l'opéramide, l'imodium, qui est un freinateur du transit intestinal. Donc lui, il vient vraiment diminuer le péristaltisme. C'est un médicament pour lequel, c'est pas un premier choix. Vraiment, ça c'est à garder pour les adultes et j'ai bien mis si nécessaire. Comme ça vient diminuer le péristaltisme, mais les selles vont être bloquées au niveau des intestins. Donc c'est bien pratique si on est hors de chez soi, qu'on doit travailler, qu'on est en voiture. En plus, si vous prenez l'imodium instant, il n'y a pas besoin d'eau. Donc dans certains cas, c'est bien pratique. Mais si la personne est chez elle, qu'elle n'est pas au travail, il vaut mieux éviter ce type de médicaments-là. Rester sur les mesures hygiéno-diététiques et pourquoi pas y associer, on va le voir après, probiotiques pour refaire la flore intestinale. Mais donc l'imodium, c'est pas un premier choix. Donc, autre chose, donc les probiotiques, ça on peut les donner à tout le monde, bébé, femme enceinte, personnes âgées, il n'y a aucun problème. Donc je l'ai bien mis, c'est le premier choix en association aux mesures hygiéno-diététiques. Et on peut également délivrer de l'antérol. J'ai pris celui-là parce que c'est celui qui sort le plus souvent en prévention. Donc prise d'antibiotiques, on sait qu'on a souvent de la diarrhée quand on prend des antibiotiques, mais on va tout de suite prendre de l'antérol en même temps que l'antibiotique pour essayer d'éviter d'avoir cet effet secondaire-là. Ou pour éviter la diarrhée du voyageur, donc quand on part dans un pays à risque de tourista, on pourrait très bien, 1 à 2 semaines avant le voyage, commencer le traitement d'antérol, une gélule par jour par exemple, pour bien préparer la flore intestinale et continuer pendant le voyage. Et enfin, en prévention, donc pour éviter la colite pseudomembraneuse, mais ça c'est de nouveau en rapport avec les antibiotiques, on y reviendra un peu plus loin. Alors, autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les adsorbants. On dit adsorbants, c'est pas une faute, pour montrer que ce sont des principes actifs en fait qui sont sous forme de poudre fine avec une très grande surface d'absorption. Donc maintenant, la seule molécule qui reste, c'est le charbon. Les autres ont été retirés du marché. Mais le problème avec ces médicaments-là, c'est que ça absorbe tout ce qui est autour. Donc oui, le liquide en excès, mais ça peut absorber aussi les médicaments qu'on prendrait en même temps. Donc pour les personnes qui sont déjà avec plusieurs médicaments sur la journée, c'est pas un bon choix. Donc vraiment rester sur les mesures hygiéno-diététiques, les probiotiques et si nécessaire, si la personne est adulte et qu'elle est hors de chez elle, pourquoi pas y associer un imodium. Antisécrétoire, thiorfix, je l'ai mis en parenthèse, donc il ne faut pas l'étudier. C'est un des nouveaux médicaments pour la diarrhée. Voilà, sa position selon le CBIP, elle n'est pas tip-top, donc moi je ne vous demande pas ici de le retenir, même si je sais que dans certaines officines, ils le délivrent. Donc la colite pseudomembraneuse, donc ça c'est un cas un petit peu particulier. Donc dans les intestins, il y a des bactéries qu'on appelle le Clostridium difficile, qui sont présentes, qui ne posent pas de problème de manière générale, mais chez certaines personnes qui vont prendre des antibiotiques, mais ça va poser un problème parce que ça va venir perturber donc la flore intestinale et cette bactérie va se multiplier et produire une toxine. Donc,
pas à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, mais ça peut arriver. Et donc cette toxine-là produite va venir altérer la muqueuse intestinale et il va y avoir donc du coup de la diarrhée, il va y avoir du sang et du mucus dans les selles. En fait, la membrane des intestins va produire ce qu'on appelle une pseudomembrane suite à la toxine produite par la bactérie. Et il y a comme ça des petits filaments qui vont sortir et donc on va voir qu'on dit que les selles sont... Il y a du mucus, il y a des glaires dans les selles. C'est pour ça qu'on appelle ça une colite pseudomembraneuse. Et il peut y avoir aussi de la fièvre. Donc ça, ce sont des signaux d'alarme. S'ils sont présents, il faut renvoyer la personne chez le médecin. C'est qu'elle est en train de faire une colite pseudomembraneuse. Et donc là, il ne faut rien donner en officine, surtout pas de l'imodium. Parce que si vous donnez de l'imodium, ça va être pire. Parce que, on l'a vu, l'imodium bloque le péristaltisme. Et donc la bactérie va encore plus rester au niveau intestinal, va encore plus se multiplier. Et ça va encore augmenter les conséquences, les risques. Donc il faut renvoyer la personne chez le médecin, ne rien lui délivrer. Et il faut avoir en tête que cette pathologie-là, elle peut arriver jusqu'à 1 mois après l'arrêt de l'antibiotique. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vient pour un problème de diarrhée, on le reverra l'année prochaine, mais il faut penser à poser cette question. Tiens, avez-vous pris un antibiotique ce dernier mois? Et si la réponse est oui, il faudrait renvoyer la personne chez le médecin parce que ça veut dire que sa diarrhée est peut-être due justement au développement de cette bactérie. Diarrhée du voyageur, donc dans les pays à risque de diarrhée du voyageur, c'est principalement les bactéries qui en sont responsables. Donc c'est pour ça que quand on part dans un pays à risque, le médecin va prescrire un antibiotique et si la personne souffre de diarrhée une fois qu'elle est là-bas, elle va le prendre d'elle-même parce que il faut voir où elle part en voyage, mais peut-être qu'il n'y a pas de médecin ou il n'y a pas de pharmacie, ou en tout cas on ne sait pas facilement en trouver. Donc c'est pour ça que le médecin le prescrit à l'avance. Donc si la personne revient en Belgique et qu'elle n'a pas utilisé le médicament, il ne faut pas qu'elle se dise « Ah, je garde ça dans ma pharmacie familiale et la prochaine fois que j'ai une diarrhée, je l'utiliserai. » Non, parce qu'en Belgique, très souvent, les diarrhées sont d'origine virale et donc il n'y a pas... ça n'a pas de sens de prescrire un antibiotique. Alors, donc, toujours penser aux mesures hygiéno-diététiques, donc se laver les mains après avoir été aux toilettes, avant de manger. Tout ce qui est fruits, légumes, il faut faire attention de bien les laver, pouvoir les éplucher, les légumes, pouvoir les cuire, les bouillir. Si tout ça n'est pas possible, évitez de manger ces aliments-là. Évitez l'eau du robinet. Il faut penser aussi aux glaçons, aux glaces qui sont vendues dans les hôtels ou dans les marchés, qui sont faites justement à partir d'eau du robinet, et donc du coup on pourrait se contaminer. Donc quand on achète des bouteilles d'eau, il faut toujours bien vérifier qu'elles soient bien scellées. Voilà pour la diarrhée. Alors, les hémorroïdes, donc il faut savoir que quand on dit donc, les hémorroïdes, tout le monde a des hémorroïdes, c'est le réseau vasculaire qui se trouve dans la région anale, mais parfois ces vaisseaux peuvent se dilater, et c'est ça qu'on appelle la crise hémorroïdaire. Donc ils peuvent se dilater, donc on le voit ici sur l'image de gauche, ça peut rester à l'intérieur de l'anus, ou voilà, si ça commence à devenir, la dilatation est plus importante, à un moment donné, ça peut même sortir à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle soit d'hémorroïdes internes ou d'hémorroïdes externes. Donc en cas de crise hémorroïdaire, c'est quelque chose qui peut faire donc très très mal, qui peut aussi chatouiller, il y a vraiment une gêne, et les hémorroïdes peuvent saigner, puisqu'il peut y avoir une lésion au niveau des vaisseaux, et donc par exemple quand on va à la selle, il peut y avoir du sang. Donc les causes... c'est la sédentarité, le fait de ne pas faire de sport. En fait, les hémorroïdes, c'est une insuffisance veineuse. Les vaisseaux ne sont pas assez forts et donc se laissent aller, se dilatent. Et donc, le fait de faire du sport, ça permet de renforcer les vaisseaux et donc ça peut diminuer les crises d'hémorroïdes. Certains sports sont plus à risque parce qu'on est assis, donc comme le vélo sur la selle. C'est pour ça que souvent les cyclistes ont ces fameux shorts avec protection, mais bon, c'est pas ça qui va... ça permet d'éviter, mais c'est pas... comment on dit? C'est pas ça qui va faire... C'est pas 100% efficace. L'équitation aussi est un sport à risque. La constipation, ça, il faut y penser, parce que quand on est constipé, justement, on va pousser pour aller à la selle, et donc on pourrait provoquer une crise d'hémorroïdes. La grossesse aussi, surtout fin de grossesse, on est plus à risque d'en avoir. Il y a d'autres causes, mais ça, ce sont les principales.
Donc au niveau du traitement, toujours penser aux mesures hygiéno-diététiques. Donc pour éviter la constipation, bien, manger une alimentation qui est riche en fibres. Donc ça permettra justement d'avoir des selles qui sont plus volumineuses, il y aura un appel d'eau et donc du coup les selles seront moins dures, on aura beaucoup plus facile d'aller aux toilettes. Bien boire, ça aussi ça hydrate les selles. Faire du sport, voilà, tout ça sont des choses qu'on peut dire. Au niveau du traitement, donc dans les crèmes à mettre au niveau de la région anale, il y a 2 catégories. Il y a celle avec cortico et celle... il y a celle, pardon, ici à gauche, sans cortico et celle avec cortico. Alors, bien retenir celles qui sont sans et celles qui sont avec. Pourquoi ? Parce que quand vous allez délivrer quelque chose pour traiter les hémorroïdes, une crise hémorroïdaire, il faut bien demander si la personne, si ça saigne. Si ça saigne, il faut éviter les préparations avec corticoïdes parce qu'en fait ça empêche une bonne cicatrisation. Donc celles avec corticoïdes on les laisse pour les personnes chez qui il n'y a pas de sang. Si ça saigne, il n'y a plus qu'une seule possibilité maintenant, c'est la pommade qu'on appelle donc Cosanal. Et donc si ça ne saigne pas, il y a soit Chériproct, soit la pommade Trianal. Les suppos, c'est réservé pour le médecin. Donc c'est des pommades qu'on met 1 à 3 fois par jour. Donc après avoir été à la selle pour bien faire, et on lave bien la région anale avant de mettre la pommade. Donc à côté d'une de ces pommades-là que vous auriez délivrées, il y a d'autres choses qu'on peut donner donc, pendant la crise d'hémorroïdes. Mais si la personne a tendance à être constipée, c'est lui donner un laxatif doux, parce que quand on a une crise d'hémorroïdes, c'est très difficile d'aller à la selle, surtout si les selles sont dures, ça va faire très très mal. Et donc le fait de donner un laxatif doux, ça va ramollir les selles, et la personne aura plus facile donc, d'aller aux toilettes. Donc je pense, j'ai remis le lactulose, puisqu'on avait vu que c'était une spécialité qui pouvait être délivrée absolument à tout le monde, même en cas de grossesse. Pour les douleurs, puisqu'on a dit que ça peut faire très mal, mais soit on va vers le paracétamol, ou par exemple, ça c'est une chose qu'on pourrait donner aussi, c'est du camillosant, donc c'est sous forme de solution à base de camomille. On peut faire un bas de siège, donc tout simplement on met 1 à 2 cuillères à soupe de cette solution-ci dans un litre d'eau. Il faut toujours diluer cette solution. On verra qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses que pour des bas de siège, mais il faut toujours la diluer. Donc ça, c'est ce qui est recommandé. Donc 1 à 2 cuillères à soupe dans un litre d'eau, et on fait un bas de siège pendant 10 minutes. Ça permet justement de soulager un petit peu la douleur, ou bien prendre un paracétamol Péros, ça va aussi. Et alors, à côté de ça, on peut donner ce qu'on appelle un vénotonique. Donc, ça porte bien son nom. Ce sont des médicaments qui vont venir tonifier les vaisseaux, puisqu'on a vu que la crise hémorroïdaire était due justement à un relâchement des vaisseaux, à une dilatation des vaisseaux au niveau de la région anale. Donc, on vient donner un vénotonique, qui est par exemple, il y en a d'autres, mais par exemple, c'est le Daflon. Donc le Daflon, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on le donne aussi pour traiter les varices, puisque les varices, c'est aussi une dilatation de vaisseaux, donc au niveau, à la surface des jambes. Donc ça vient aussi tonifier les vaisseaux à ce niveau-là. Dans les varices, on en prend 2 comprimés par jour, ce qui est une posologie classique. Mais pour la crise d'hémorroïdes, la posologie est vraiment particulière. On prend une très grosse dose la première semaine. Donc vous voyez, les 4 premiers jours, 6 comprimés. Donc c'est 2 comprimés par prise, 3 fois par jour. Puis les 3 jours suivants, on prend 4 comprimés. Donc 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. Et puis donc la deuxième semaine, on continue avec 2 comprimés par jour, qui est donc la posologie classique. Et on fait ça encore par exemple pendant une semaine. Ou il y en a, si on sait qu'ils ont des crises hémorroïdaires très souvent, on leur donne une grosse boîte et ils terminent la boîte. Et donc du coup ça permet un petit peu de tonifier les vaisseaux. Donc ça c'est vrai que c'est toujours bien d'y penser à côté de la crème qu'on met juste à côté sur la région anale. C'est bien de penser à ces spécialités-là. Ça va permettre donc de soulager la personne. Voilà donc pour le système gastro-intestinal donc qui est clôturé.